Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du marché de la tech en compagnie de Jerry et de Mathias. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vraiment avec plaisir. Bah vas-y Jerry. Ouais, bah écoute, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jerry, je suis le directeur du service de recrutement de la Wake School et directeur des mentors sur la plateforme Sina de la Wild. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans que je suis à la Wild. Donc voilà, content de vous retrouver. Trop bien. Bah écoutez, moi c'est Mathias, je suis l'un des deux fondateurs d'une communauté qui s'appelle The Product Crew. À la base, on était une grosse communauté de product managers et ça s'est vachement étendu à tous les métiers de la tech, data, software engineering, beaucoup de designers aussi. Donc voilà, on est un peu entre les entreprises et les professionnels de la tech pour comprendre les dynamiques, aider sur les recrutements. Donc voilà, on a une inclinaison plutôt senior jusqu'à C-level. C'est vrai qu'il y a moins de juniors dans la communauté, mais clairement, on voit passer toutes les dynamiques. Donc on pourra parler de tout ça et ravi de partager un peu les insights et tout ce qu'on voit passer chez The Product Crew en ce moment. Merci d'être avec nous en tout cas. Je me présente aussi rapidement. Moi, je travaille aussi à la Wildcat School avec Jerry et je suis plus sur la partie réseau et événements en ligne. Donc, je suis du côté plutôt junior de la tech. Je vais poser beaucoup de questions aujourd'hui. Puis on prendra aussi les questions du public au fur et à mesure. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser. Mathias, petite question avant de commencer. Parmi les entreprises partenaires de The Product Crew, tu dis qu'il y a du coup peu de profils juniors. Est-ce qu'il y a un profil type d'entreprise ou c'est assez varié? Parce que du coup, tous les statistiques de The Product Crew viennent de vos entreprises partenaires. Ouais, tout à fait. Alors, on a une grosse étude qui vient de nos membres. Donc, aujourd'hui, les membres, je pense qu'on n'est pas loin de 15 000. Tu as principalement des gens confirmés à partir de 2, 3 ans d'XP jusqu'à du C-level, donc CTO, CPO, VP Data, ce genre de profil. Les entreprises, c'est hyper variable. Nous, on travaille beaucoup avec des startups tech. C'est quand même une grosse partie des clients de The Product Crew. Aujourd'hui, on a 800 partenaires et ouais, une grosse moitié, ça va être des startups de seed à série B, C, D. Et l'autre pan, c'est effectivement des PME tech. Il y en a beaucoup qui recrutent. C'est peut-être moins shiny, on les voit moins passer sur LinkedIn, et pourtant elles ont des business hyper sains. Elles font des projets tech vachement intéressants. Ça peut être aussi dans le hardware. Il y a plein de choses, hardware, software, quoi, couplés. Il y a aussi des grands groupes qui recrutent pas mal, de plus en plus, des profils software engineer pour des projets d'envergure. Du coup, pareil, c'est peut-être moins sexy sur LinkedIn, mais l'impact sur le nombre de clients est gigantesque. Donc voilà, il y a toute cette typologie de boîtes, je disais start-up, PME tech, grosses boîtes jusqu'à grands groupes, jusqu'à groupe du CAC 40. Top. Ben, merci pour la précision du coup. Toi, Jerry, tu es plus dans le côté recruteur de par ton poste, mais tu as aussi une expérience dans le dev, si je ne me trompe pas. Comment ça aiguise du coup ta vision sur le marché actuellement, ton expérience passée? Et est-ce que tu as plutôt la vision RH, donc personne qui recrute, ou plutôt la vision côté élève avec la Wellcome School? Bah, disons que j'essaye d'avoir les 2, puisque c'est vrai que l'avantage d'avoir été tech aussi à un moment donné de ma vie, fait que bon, ça permet vraiment de pouvoir cibler les besoins le mieux possible, d'avoir aussi l'oreille plus attentive des techs, parce qu'on comprend plus facilement leur quotidien et leurs problématiques. Ça permet aussi de s'expertiser, enfin de s'expertiser là-dessus sur ces domaines-là, d'arriver à aussi sentir et essayer de comprendre un peu les mouvances qu'il peuvent y avoir sur le marché depuis pas mal d'années. Ça m'a permis aussi de pouvoir accompagner de nombreuses personnes pendant très longtemps, hein, puisque j'avais fondé une communauté qui s'appelait Haters, où on faisait principalement du mentorat, du coaching, etc., à destination des devs juniors. Donc oui, ça permet vraiment de pouvoir être des deux côtés, de comprendre un petit peu les difficultés que pourraient rencontrer des profils plus juniors, et en même temps de voir ce qui se passe côté entreprise, les besoins et la réalité du marché, tout simplement. Voilà. Très bonne transition, Jerry, parce qu'on va parler du coup du marché et des changements majeurs en 2024. Parce que c'est vrai qu'on a ce live qui parle de la tech en 2025, mais l'idée, c'est aussi de faire un bilan de 2024 pour mieux comprendre quel est l'état actuel du marché et comment il va évoluer du coup en 2025. C'est quoi de votre côté, Jerry et Mathias, les changements majeurs que vous avez vus
on a beaucoup entendu parler, d'intelligence artificielle, de tout ça. Est-ce qu'il y a des changements, qui ont été aussi forts que ça et dont on a moins entendu parler, peut-être? Tu parles plutôt du côté marché, enfin vraiment pour le marché de Côté l'emploi marché, ouais, et les exactement. compétences des devs, ouais. Bah, écoute, je veux bien commencer et je te laisserai compléter, Vas-y, Jerry, vas-y, avec Mathias, ta vas-y. question. Ouais. Moi, ce que j'ai observé, si on peut le faire, enfin, si on peut le résumer de manière assez succincte, c'est qu'il y a eu deux phases en fait. Post 2021-2022 où il y a eu un emballement, une bulle un peu dans la tech. Ensuite, il y a une grosse correction. On a parlé de crise de la tech. Ce qui s'est passé du coup, bah, c'est qu'il y a une crise du financement, donc les startups avaient moins d'argent. Et la première phase, ça a été une phase de un peu rationalisation des équipes. Donc en gros, ce qu'ont fait les startups et les scale-up, c'est qu'elles ont coupé par le haut et par le bas. Donc en gros, les COMEX, les C-level, etc., ont été réduits en taille parce que c'est des personnes, il y en a peu dans l'entreprise, mais ils coûtent cher. Et puis souvent, ils ont une vision stratégique. Or, bah, les boîtes regardaient plus à 5-10 ans, mais à 1-2 ans, comment survivre, atteindre la rentabilité. Donc, elles ont pris des décisions assez fortes à ce niveau-là et donc de couper pas mal de jobs là-haut. Et aussi, côté junior, de limiter vachement le nombre d'opportunités et de se concentrer finalement sur un peu le bloc du milieu en termes de compétences, donc les confirmés seniors qui sont super opérationnels, qui savent en gros très bien le job qu'ils ont à faire, mais qui ont moins de management, voilà, qui font moins de stratégie. Donc ça a été la première phase. Et la deuxième phase, ça a été un peu le côté Lean Startup, c'est-à-dire appliquer le Lean Startup aux organisations, donc dire, OK, et ça vient des États-Unis où on a vu OpenAI scaler à plusieurs centaines de millions d'users, des milliards de revenus, avec une équipe assez limitée. Et on a commencé aux US à prendre pour exemple et pour rêve des boîtes où il y a 50 employés et on vise 100 millions de revenus annuels, des choses comme ça. Et donc en fait, cette trend-là, j'ai l'impression qu'il y a la phase 2 de voilà, post-bulle de la tech, où en gros, ce que veulent les entreprises, beaucoup d'entre elles en tout cas dans la tech, c'est avoir une forte concentration de talents dans leurs équipes, recruter peu, mais super bien. Et donc, ce que ça fait sur le marché, c'est qu'il y a un appel pour des profils assez seniors, expérimentés, mais contributeurs individuels. Et donc actuellement, on voit qu'il y a beaucoup moins de postes de mid-manager, donc en fait head of, lead, où le but c'est de manager. En fait, beaucoup de boîtes sont en train de couper un peu les intermédiaires à ce niveau-là. Et donc la nouvelle trend, j'ai l'impression, de ce début d'année, c'est un peu aussi ça, c'est on va aller chercher des contributeurs individuels, des gens qui peuvent apporter de l'impact, mais qui vont pas manager des grosses équipes parce que voilà, on casse un peu la verticalité des organisations pour être plus efficace, aller plus vite et avoir de l'impact. Jerry, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé aussi? Ouais, alors il y a eu c'est vrai que je suis assez d'accord avec Mathias sur cette bulle, 2021-2022. Il y a eu une relance artificielle, faite après Covid parce qu'il fallait absolument très vite relancer l'économie, hein. Ça a été aussi, la volonté du gouvernement d'époque qui voulait absolument faire relancer le plus vite possible parce qu'il y avait tout un tas de choses à vouloir régler, notamment les prêts garantis par l'État, etc. Donc il fallait très très vite reprendre l'activité. Il y a eu du coup un emballement total, hein, c'est vrai sur la tech. N'importe quelle entreprise était capable d'aller débaucher n'importe quel dev avec 3-5 ans d'expérience minimum. C'était même la folie parce qu'à un moment donné, les devs, pour certains, se transformaient en mode mercenaire et c'était à celui qui ferait la plus grosse proposition. Moi, j'ai vu des propositions passer à 80K pour un dev React. Enfin, j'hallucinais, quoi. Donc, et c'était pareil côté du coup recruteur, puisque bah, c'est là qu'on a eu une grosse vague aussi de personnes qui se sont mis à devenir recruteurs et tech recruteurs d'autant plus. Après, ça s'est vite corrigé en effet avec 2023 où on a eu un retour à la réalité. Peut-être une frilosité aussi parce que je pense que certains ont commencé à voir le vent tourner et se sont dit bon, il faut qu'on prenne un peu plus de recul, qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire. On s'est peut-être un peu trop emballé aussi d'un point de vue finance. Comme je disais, des salaires à 60-80K, ça devenait énorme. C'était des choses quand même assez inédites en France. Et donc, derrière, il faut les assumer, ces salaires-là. Donc,
il y a eu on va dire un revirement de situation ou même côté financier, les banques ont stoppé un petit peu les financements de la tech. Il y a même des banques qui se sont écroulées carrément à l'étranger, en Suisse et aux États-Unis notamment, 2 banques principales qui finançaient beaucoup les startups. Là, ça commence à se restabiliser, mais il y a toujours une volonté pas de vouloir se réemballer comme ça a été le cas en 2022. Je pense qu'il y a plus de pragmatisme dans la volonté des entreprises à vouloir essayer de recruter bien mais efficace, en effet, comme disait Mathias. Le seul problème, c'est que parfois, ça va peut-être trop tendance à tirer vers des profils plus expérimentés et laisser peut-être moins de place à des profils plus juniors. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de recrutement de juniors, mais ça veut aussi dire que du coup, il faut revoir sa façon de candidater, son profil personnel, ses compétences, sa montée en compétences de façon à atteindre très très vite une certaine situation pour rassurer les entreprises. Donc les entreprises sont beaucoup plus frileuses sur certains points, mais exigeantes aussi sur d'autres. Donc, ce qui fait que derrière, on arrive à parfois des demandes qui peuvent être un petit peu au-dessus du marché en termes d'attente. Pour autant, c'est pas une généralité en soi. Ça a beaucoup changé aussi avec les nouvelles technologies qu'on a pu découvrir récemment. Alors, c'est pas l'apparition de l'IA, parce que l'IA a toujours existé, ça existe depuis les années 50, 60. C'est vraiment la démocratisation de l'IA par les prompt engineering et donc par notamment ChatGPT, etc., qui a fait que aujourd'hui la façon de travailler a été bouleversée. Malheureusement, dans certaines entreprises, ce qu'un dev junior était payé à faire, c'est-à-dire de manière un peu triviale et grossière de pisser du code, on n'a plus besoin, puisque on a juste demandé un prompt bien intelligent à ChatGPT ou une autre structure, et on a du code, et au pire des cas, un lead ou un senior peut passer derrière et vérifier que le code va ou pas, même si c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas, ça peut être un premier début de solution. Ça a aussi, du coup, permis à des juniors aussi de pouvoir progresser plus vite et de rester moins longtemps face à un problème, parce que par moment, avec vraiment une problématique bien spécifique, ça permet de résoudre tout de suite la solution. On est coincé sur une fonction, sur une classe, enfin, peu importe le problème. Tout de suite, on peut avoir un élément de réponse rapidement, ce qui est quand même un gain de temps énorme. Donc forcément, l'IA a vraiment, vraiment chamboulé les choses, a rebattu les cartes aussi sur plein, plein de choses. Pour autant, ça permet, je pense, un petit peu plus d'entrepreneuriat, je trouve. En tout cas, beaucoup plus de solutions et de SaaS sont apparus ces derniers temps, justement pour pouvoir répondre à différentes problématiques, tout en y liant de l'IA. Et puis, bien sûr, du coup, le marché s'est aussi transformé totalement dans les besoins de la tech. Aujourd'hui, on est moins sur du dev, on est beaucoup plus sur des métiers liés à la cyber, liés à la data, liés à tout ce qui est au réseau, cloud, tout ce qui est DevOps. Il y a encore malgré tout de la demande en termes de management d'équipe, tout ce qui est chef de projet ou alors product manager, PO, PMO, etc. C'est encore assez demandé, mais on a vraiment un revirement de situation où là, on a décidé que stratégiquement parlant, il fallait qu'on fasse quelque chose, et notamment en cyber, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de petites choses sur ce sujet-là. C'est sur l'année 2024, quelques fuites de données intempestives qui n'auraient pas dû avoir lieu. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est très en retard en France sur ce sujet-là. Donc, il y a une vraie accélération de vouloir rattraper le retard de ce côté-là aussi, comme sur le cloud. Voilà. En termes de contrat, on a Zizou qui nous dit: «Pour ma part, concernant le dev, j'ai cru comprendre que les PME ont du mal à suivre, donc ont beaucoup plus de mal à recruter des juniors ou à les garder, donc ils préfèrent engager des freelances ponctuellement quand il y a un besoin». Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi? Freelance, moi je trouve que les freelances ont un peu de mal aussi, hein. Je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de la part de freelance qui me demandent s'il n'y a pas quelque chose, justement, un peu de boulot, et cetera. Parce que justement, les demandes de freelance sont peut-être un peu moins présentes, plus spécialisées. C'est-à-dire qu'on en prend un freelance que sur des éléments bien spécifiques et hardcore, où on va avoir besoin de quelqu'un qui se spécialise sur un truc pendant un certain laps de temps. Parce que contrairement à ce qu'on pense, un freelance coûte plus cher qu'un salarié, hein. Donc derrière, il faut pouvoir le rentabiliser. Donc aujourd'hui, il y a encore, selon les besoins, certes un besoin d'expertise en termes de freelance, et c'est souvent ça, c'est plutôt de l'apport d'expertise qui arrive. Et par contre, si on a besoin de quelque chose sur du long terme, on va plutôt envisager l'embauche.
Ouais, carrément, je te rejoins totalement là-dessus. En fait, les boîtes appellent pour des besoins ultra spécifiques des freelances, mais du coup, elles appellent des freelances qui sont ultra spécialisés, nichés sur un problème. Elles sont prêtes à le payer, à le payer cher parce que voilà, ça rentre pas dans le contingent de l'entreprise en salariat. C'est un peu du one shot, quoi. Et du coup, pour régler des problèmes très spécifiques, elles sont prêtes à mettre le prix sur une personne qui a vraiment l'expertise pointue. Par contre, ça représente pas du coup une opportunité pour des profils dev généralistes qui se diraient ah bah il n'y a pas d'opportunité en CDI, facile, je vais faire du freelance. C'est pas du tout pas du tout un schéma qui marche entre guillemets facilement. Bien sûr que en tant que software engineer, on peut passer du CDI au freelance, mais comme Jerry l'a bien souligné, en fait, il y a une élasticité offre-demande qui, du coup, bah, avec la crise de la tech, il y a quand même eu pas mal de gens qui ont voulu préserver, on n'a pas encore parlé de télétravail, mais ont voulu préserver leurs avantages de travail quand les entreprises revenaient dessus. Donc, en fait, certains ont décidé de quitter leur job pour faire du freelance. Donc, ça a augmenté le nombre finalement de freelance disponibles sur le marché. J'ai pas forcément une vue très précise sur le nombre d'opportunités. Je sais pas si ça a augmenté, pas assez, ou si ça a baissé. Mais en tout cas, c'est sûr que il y a un décalage entre l'offre qui a beaucoup augmenté et la demande qui, elle, n'a pas suivi nécessairement avec des offres de freelance pour tous les gens qui se mettaient sur ce format-là. Il Et y a eu une baisse, hein, pour avoir des infos de chez Malte, parce que j'ai pas mal de contacts chez eux, il y a eu quand même une baisse assez sensible des missions et des propositions de missions aux freelance, hein, donc ça a quand même, ouais, ça a quand même eu un impact, hein. d'ailleurs, côté Malte, j'ai vu quelqu'un poster un truc du genre cette année, ils ont fait un petit rewind 2024, genre ouais, c'est génial, on a genre 2 ou je sais plus exactement combien de millions de personnes disponibles sur la plateforme. Et cette année, il y a eu 300 000 missions qui ont été effectuées. Et la personne disait genre, attends, mais 2 millions de personnes, 300 000 missions, genre, ça montre bien le décalage en fait entre encore une fois, je confirme pas les chiffres, mais en gros, il y avait un gros décalage de l'ordre de fois 10, 20, 30 entre nombre de personnes dispo pour l'émission et le nombre actuel d'émissions, quoi. Donc, Mais ça c'est s'explique en fait, ça, hein. Ça s'explique assez facilement. Pour moi, il y a deux raisons particulières. La première, c'est l'influence que peuvent avoir les influenceurs de la tech aujourd'hui, qui vont mettre en avant énormément le freelance. Parfois pour une question de liberté, parfois pour, comme tu disais tout à l'heure, garder leurs propres avantages, notamment le télétravail, parce que les gens ne veulent pas revenir au travail. Là, on est vraiment dans ce creux de la vague où les entreprises, pour certaines, en tout cas pour beaucoup, veulent revenir en arrière sur le télétravail, pensant que ça va améliorer la situation, ce qui, à mon sens, est totalement une hérésie, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et de l'autre côté, bah, les techs qui, eux, le disent non, non, nous, on a ça, maintenant, on veut pas le lâcher, quoi. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on est plutôt un peu dans un combat, un rapport de force en disant c'est notre façon à nous de pouvoir conserver nos avantages. Après, on va pas se cacher qu'il y a aussi ceux qui vont avoir cet état d'esprit de dire c'est l'appât du gain avant tout, et donc le freelance va me permettre de vivre les pieds dans l'eau à Bali en touchant 7 ou 8 000 balles par mois. Alors, c'est brut en plus, les 3/4 du temps, mais sauf que voilà, les gens le disent pas. Enfin voilà, il y a quand même un gros fantasme qui existe sur ce point de vue-là, et du coup, les gens s'imaginent qu'en tant que freelance, ils vont se faire voilà, des millions de dollars, qui vont pouvoir bosser d'où ils veulent, quand ils veulent, etc. Alors que derrière, il y a quand même d'autres problématiques, souvent les créneaux horaires qui sont pas forcément simples à assumer quand on a 7 heures de décalage horaire. Parfois même l'entreprise, ça l'air refroidi totalement en disant bah non, c'est hors de question. Nous, faut être là sur les horaires. On peut pas se permettre de prendre le risque que quelqu'un ait 7 heures de décalage parce que la fatigue, on sait très bien comment ça va se passer. Et puis, à côté de ça, il y a la clause légale, c'est-à-dire que parfois, il y a des entreprises qui ne veulent pas travailler avec des entreprises hors Union européenne par sécurité ou fiscalité, et donc, du coup, bah, bloquent un peu aussi là-dessus. Donc, il y a vraiment ce côté un peu fantasmant de la chose. Et puis, bien sûr, il y a les gens qui veulent absolument trouver un boulot coûte que coûte, et qui, comme ils n'arrivent pas forcément à trouver du boulot en CDI ou en CDD, tentent la voie du freelance en se disant j'arriverai peut-être à me faire mes armes comme ça avec quelques missions pour enfin prouver que je vaux le coup et j'ai les compétences. Et c'est un peu le côté vicieux du truc où ça force des gens à aller dans une voie alors que normalement on ne devrait pas forcément avoir autant de personnes qui devraient, enfin qui voudraient être freelance, pensant que voilà c'est l'Eldorado ou je ne sais quel autre fantasme qui est souvent mis en avant sur les réseaux.
Je pense que ça finira par se calmer. De toute façon, les gens finissent par s'apercevoir aussi que chez les freelances, le problème perdure aussi. Donc, il y a un moment donné, il va falloir voir peut-être autrement. Mais moi, je le disais déjà en 2020, 2021 et 2022 même, hein, où je disais, mais notamment aux juniors, spécialisez-vous, quoi. Arrêtez de vouloir faire du full stack à tout prix. Faites vraiment une spécialité et devenez vraiment bon dans cette spécialité-là, parce que vous verrez qu'à un moment donné, ça vous permettra vraiment d'avoir du travail, alors que le full stack, vous allez être moyen dans tout, et c'est pas forcément la solution. On le voit bien aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, Mathias, les entreprises ont besoin d'experts, elles ont besoin de gens qui savent vraiment maîtriser un sujet de A à Z, et c'est très compliqué quand on est full stack, sauf quand on a 10-15 ans de métier, et là, bon, ok, c'est encore différent. Mais sinon, quand on est junior, mieux vaut, en tout cas à mon sens, être vraiment spécialisé pour avoir une vraie chance de tirer une épingle du jeu, quoi. C'est On hyper a un intéressant petit ce que tu ajout, dis. pardon, de Ouais, vas-y, Khalil. vas-y. Les prix ont baissé, mais les salaires en CDI n'ont pas augmenté non plus. Donc il y a effectivement aussi, la partie financière qui compte, beaucoup Oui, c'est là-dedans. ça. Surtout Et si tu tiens compte de on a l'inflation, quoi. voilà, Alors, il faut les prendre en CDI compte ont aussi augmenté quand même, hein, parce que 2022, je vous l'ai dit, enfin, c'était quand même assez rare pour un freelance, enfin pour un dev, notamment dans le dev, euh, avec 3 ans d'expérience, de gagner moins de 50K, c'était plus possible, hein. Enfin, je voyais plus du tout d'annonces dans ce style-là, hein. C'était vraiment minimum Ouais. 50-55. Donc, les salaires ont fortement augmenté. Au contraire, ça même, je pense, c'était le problème à un moment donné, c'est que du coup, les entreprises n'ont pas eu le choix que d'essayer de s'adapter, mais financièrement, elles se sont vite aperçues que c'était pas possible en fait de tenir cette dragée haute. Donc en fait, les salaires ont augmenté, ils sont peut-être en train de redescendre. Enfin, c'est pas peut-être, ils sont en train de redescendre, mais ils redescendent pas aussi vite qu'ils sont montés. Donc je peux comprendre que pour certains, ça peut être une façon de voir les choses. Peut-être que eux, dans leur poste, ils n'arrivent pas à choper cette augmentation-là qu'ils voudraient et qu'ils auraient peut-être en freelance. Mais le problème, c'est que le freelance, pour en avoir fait longtemps, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous bossez pas, il n'y a rien qui rentre, hein. Si vous n'avez pas de clients, il n'y a rien qui rentre. Donc, et quand je dis rien, c'est rien de chez rien. Donc, à un moment donné, et quand vous verrez l'URSSAF qui va vous réclamer à l'avance de payer l'année d'après, alors sauf dans le cas des autres entreprises, mais quand vous êtes en société, c'est ce qui se passe, c'est que l'URSSAF vous demande de provisionner l'année suivante dès la fin d'année en cours. Et là, ça pique parce que c'est voilà, c'est une prévision pour l'année d'après. Donc, vous êtes obligé de sortir 2 années d'URSSAF d'un coup. Ça picote légèrement, quoi. Quand vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas les reins pour ça, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a aussi Benjamin qui dit hyper complexe et spécialisé vu la vitesse d'évolution des stacks et des tools. C'est vrai, mais du coup, tu vas plus facilement top d'été sur ta spécialité justement et suivre le mouvement que d'être un généraliste qui est capable du coup d'intervenir sur tout. Après, je voulais rebondir un peu sur justement ce que tu disais, Jerry. Moi, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, les boîtes ont un problème. Elles veulent chercher quelqu'un qui va être dans le top 10, voire top 5% des personnes qui sont capables de régler ce problème sur leur métier et du coup être prêtes à payer cher pour cette expertise-là. Il y a des personnes qui projettent plutôt avec la dimension de ChatGPT une vision du généraliste surpuissant, aidé de l'IA, et c'est une possibilité, mais je pense que ça dépend aussi pas mal des profils et des volontés de carrière en fait. La spécialité, ça peut être aussi une spécialité sectorielle. Par exemple, les salaires continuent et l'attractivité à rareté, on va dire, reste très forte, par exemple, sur les profils en fintech. Ça connecte avec des hard skills très spécifiques, parce qu'il y a des sujets d'API, de légal, des complexités techniques très particulières. On peut être un dev spécialisé fintech, par exemple, c'est pas nécessairement que lié à de la compétence. Enfin voilà, ça peut être aussi une compétence sectorielle. Et d'ailleurs, voilà, il y a certaines de ces compétences sectorielles qui sont super demandées. Aujourd'hui, je pense notamment aussi aux consumer. Il y en a pas beaucoup en France, et du coup, ceux qui sont forts, qui ont réussi à monter des boîtes consumer qui ont bien marché, c'est très demandé aussi. C'est ça que les gens comprennent toujours ces fintech parce que ils sont hyper limite ils boycottent les profils non fintech quand il y a une fintech qui recrute des software engineers, mais c'est pareil avec les autres métiers d'ailleurs, product manager,
je pense potentiellement même des sales, vont dire ouais, ok, je veux que des gars qui ont fait du paiement, qui comprennent un peu le bancaire, qui comprennent les enjeux techniques là-dessus. Et donc se spécialiser aussi comme ça peut être intéressant si on n'a pas envie de se spécialiser en étant, je sais pas moi, ouais, dev back API spécifiquement ou quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement ouais, c'est important. C'est très vrai, Mathias, ce que tu dis et c'est vrai que pour le coup, ça me fait penser à nos élèves, à la Well Code School parce que parfois, il y en a qui viennent d'un marché en particulier ou d'un secteur en particulier, qui vont faire une reconversion en data ou en dev et qui vont retourner dans ce secteur-là, mais avec un poste différent et ça, c'est une grande force aussi parce qu'ils ont déjà tous les enjeux en tête et ils connaissent le secteur. Donc là-dessus aussi, on peut se spécialiser. On a pas mal de questions, donc je vais en C'est prendre même une. primordial, hein, Fanny, en fait, je trouve. Enfin, moi, je l'ai toujours dit, les gens ont tendance à effacer leur vie d'avant quand ils font une reconversion. C'est Mmh, totalement, enfin, absurde. Il faut absolument mettre en avant votre vie d'avant. Et c'est le cas, par exemple, moi, j'ai rencontré tout un tas de personnes qui avaient, par exemple, travaillé dans une banque ou travaillé en assurance, etc., ou même dans le commerce, et ils se rendent pas compte des skills que ça représente en termes de retrouver un emploi, même si c'est pas un emploi de pure tech, mais derrière de maîtriser les deux côtés, les deux aspects entre le côté tech et le côté commercial, ça peut être une force de frappe mais énorme. J'en suis l'exemple concret, c'est-à-dire que moi j'ai misé sur mes compétences de management et d'entrepreneuriat par le passé pour justement les mettre avec les nouvelles compétences tech. Alors même si j'avais déjà des compétences tech par le passé, mais mes nouvelles compétences tech, parce que je m'étais mis à jour à ce moment-là, pour mixer le tout et aujourd'hui pouvoir répondre à un besoin, ce qui me permet d'avoir une vraie vision plus experte sur certains points que quelqu'un qui va juste découvrir, par exemple, qui va n'avoir que le côté tech, mais pas le côté recrutement ou RH, et vice-versa, en fait. Donc, c'est vrai que pour le coup, ne sous-estimez jamais votre carrière et ce que vous avez pu faire par le passé. Au contraire, ça doit être une force, pas une faiblesse. Hein. Ouais, 100% d'accord. très juste. Pour revenir sur du coup, le secteur du dev, dont on parlait tout à l'heure et le fait de se spécialiser, on a Zizou qui nous dit: «Est-ce que cette, crise, elle est temporaire ou est-ce qu'il y a un tournant définitif? En gros, est-ce que ça peut changer encore pour 2025?» Et ensuite, on a une Je question suis de bien. Rouchkov qui rejoint un Ouais. peu ça. Donc, quelles spécialités sont plus pressenties en 2025? Deux questions qui se Pas, rejoignent un peu du coup sur les pas simple domaines. parce que je pense pas qu'on ait de boule de cristal, mais le problème, c'est que là, le souci, il est autre que simplement la tech, en fait. C'est un souci d'ordre général, économique et politique du pays, mais pas que du pays, en fait. Le problème, c'est que c'est aussi en Europe, aussi aux États-Unis, on voit qu'il y a une crise de partout, en fait. Donc, c'est pas que nous. C'est pas évident d'y répondre. Encore une fois, voilà, c'est pas évident de savoir ce qui va se passer. Et je veux pas jouer à Nostradamus, hein, c'est pas simple, mais je pense que sur certains points, oui, les changements vont être irréversibles. On le disait tout à l'heure, l'apparition de l'IA, enfin la révolution de l'IA en tout cas, a fait que voilà, on fera plus du dev comme il y a 2 ans, ça c'est certain. Euh, Maintenant, que va devenir le secteur en lui-même maintenant, je saurais pas dire. Je pense que quoi qu'il arrive, l'IA de toute façon est vraiment primordiale aujourd'hui. La gestion et la maîtrise des outils IA, que ça soit même niveau prompt ou même plus loin, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper important. Je pense que il y a un vrai marché à aller chercher des compétences de développeur IA. Et quand je dis développeur IA, c'est quelqu'un qui est capable de développer une IA, pas quelqu'un qui va se servir de l'IA. Ça nécessite des très très grosses compétences. Mais là, pour le coup, pour ceux qui veulent vraiment purement faire de la programmation et rester, on va dire, sur quelque chose d'apparenté au dev web jusqu'ici, ça peut être quelque chose qui va vous permettre de pouvoir aller plus loin dans ce secteur-là. Après, comme je disais tout à l'heure, pour moi, le marché a totalement été chamboulé, donc on n'est plus du tout sur les mêmes besoins qu'auparavant. Je pense qu'aujourd'hui, les besoins ils sont plutôt orientés, comme je disais, data, enfin tout ce qui est gestion big data, tout ce qui est gestion cyber, cloud, product. On est plutôt dans ces circonstances-là parce que le product aussi est très important parce qu'aujourd'hui, comme je disais, il y a de plus en plus de SaaS en fait qui se montent. Il y a de plus en plus aussi de projets de start-up qui s'imaginent, même s'ils sont pas forcément tout de suite financés, mais il y a quand même de plus en plus de choses qui arrivent grâce à l'IA, comme ça a été le cas fut un temps avec le no-code qui permettait de faire un MVP
très rapidement à moindre coût pour des gens qui voulaient se lancer. Bah là, c'est exactement la même chose avec l'IA. Donc voilà, je pense qu'il y a une véritable révolution. En tout cas, on en est qu'au balbutiement. Hein. Faut se dire, on en est vraiment très loin de ce qui est possible, inimaginable dans le futur, je pense. Le seul truc, c'est est-ce qu'on va savoir aussi mettre un stop à un moment donné et dire où s'arrête l'éthique et la morale et où on va. Est-ce qu'on va vraiment vers un avenir à la Skynet pour les fans de Terminator ou est-ce que on saura se raisonner avant et faire en sorte peut-être de peut-être maintenir les compétences humaines dans tout ça? Je sais pas. C'est une très grosse question à laquelle j'ai pas la réponse malheureusement. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'à chaque crise, sur la question un peu méta que tu poses au tout début, Fanny, on se pose toujours la question de est-ce que c'est la dernière crise, quoi, la crise qui va nous foutre au sol tous, ou quelque chose comme ça. Et la raison de voir ça pour cette crise-là, c'est que, comme tu disais déjà, elle est à la fois conjoncturelle, donc il y a des éléments économiques de cycle qui sont un peu naturels, et elle est aussi structurelle parce que une transformation, une innovation de rupture comme l'IA, en fait, elle va complètement transformer notre économie, les métiers. Et donc, c'est sûr que c'est pas une crise comme les autres. Et la conjoncture, structure est un peu violente. Et donc, les métiers, de toute façon, vont changer complètement. Pour les développeurs, ce que ça veut dire, c'est que, en fait, jusqu'à présent, tu écrivais ton code. Et on peut imaginer un futur pas si lointain où, en fait, quasiment plus rien du code écrit au démarrage est produit par un humain, mais c'est plutôt de la revue de code, de l'amélioration, du travail en binôme, où en fait tu challenges finalement ton modèle pour te sortir la meilleure version de code, et en fait tu travailles en équipe. Et donc pour un développeur junior, je pense que l'insight fondamental, c'est que les développeurs vont pas disparaître, mais par contre, c'est terminé l'époque où tu vas écrire 90% ou 100% où tu vas écrire 100% de ton code. Je crois que Google a sorti une stat, je crois qu'ils ont une part significative de leur code mis en prod ces derniers 3 mois, qui est généré par l'IA initialement et ensuite retravaillé. En fait, je pense qu'il faut se mettre dans ce mode-là si vous êtes junior, parce que ça sert à rien de. Faut quand même bien comprendre les principes premiers, mais une fois que vous avez les principes fondamentaux et que vous êtes capable de comprendre la structure et les principes, en fait, travailler en binôme avec une IA en permanence quand vous codez, de manière à créer ces usages et de ne pas partir dans une mauvaise direction pour ensuite finalement vous adapter à un marché qui de toute façon est déjà parti dans cette direction et ne fera pas demi-tour. Donc ça, c'est un des premiers gros insights. Et ensuite, tu as parlé, Jerry, de la fonction produit. Et en fait, ce que ça signifie, c'est qu'un dev aujourd'hui, finalement, il va quand même avoir besoin de comprendre une dimension business reliée à ce qu'il produit, avoir une approche produit, justement. Et donc, c'est peut-être là-dessus finalement que les compétences un peu généralistes vont devoir s'infuser chez tous les devs. Tu as beau être même hyper spécialiste sur un sujet, en fait, il faut que tu sois capable de mieux collaborer et de mieux comprendre la sensibilité des équipes et les enjeux autour de toi dans une organisation. Et ça, c'est aussi lié à la tendance un peu lean, où finalement peut-être des équipes plus petites, des super devs qui sont suréquipés effectivement pour produire avec plus de vélocité, mais à qui on demande quand même d'être capable de comprendre le product manager, les équipes sales, et d'envisager finalement le développement avec une vision business, en fait, être un dev avec l'impact, le mindset d'impact, en fait. C'est ça vraiment que les entreprises nous demandent beaucoup aujourd'hui. Et si en tant que junior, parce que je sais qu'il y en a pas mal dans le live, vous vous mettez déjà dans cette disposition d'esprit-là, de travailler, de coder, de produire en binôme avec l'IA, et de vous instruire sur les métiers environnants des équipes tech, franchement, vous prenez de l'avance, c'est certain. Je rebondis là-dessus, Mathias. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dev depuis le début du live. On a parlé un peu de cyber aussi. On a pas mal de questions sur le product. On a Aurel notamment qui nous demande ce qu'on pense du marché pour les products, tous les métiers du product en 2025. C'est quoi les tendances et comment on se positionne bien? Et Claudia qui nous demande comment on peut avoir une bonne expérience en UX, puisqu'elle est nouvelle justement sur le marché du product. Est-ce que tu as des pistes un peu là-dessus, de par ton expérience avec The Product Pro? Ouais, clairement. Bah, c'est vrai que les PM, en fait, la grosse tendance, ça rejoint un peu ce qu'on disait plus tôt, mais
c'est qu'il y a moins de postes de Head of Product de lead PM. En fait, les boîtes cut le management intermédiaire. En revanche, ils attendent des product managers, du coup, d'être beaucoup plus seniors, autonomes, parce qu'il y a moins de tranches de management, donc moins de personnes pour dire, oh là, attention, c'est par la mauvaise direction. Donc, ils recherchent des PM qui sont vraiment très expérimentés. L'expérience sectorielle, typiquement, est super utile. Si vous avez fait de la banque, que vous êtes en train de vous reconvertir au product, partez pas faire du product management dans une app de food tech, si possible. Appuyez-vous sur votre expérience sectorielle pour comprendre justement les stakeholders d'un environnement financier et apporter cette vision-là, cette seniorité-là. Mais voilà, ce qui va un peu marquer 2025, c'est un peu une aversion au risque des entreprises dans leur recrutement de profils product. Ils veulent des gens qui comprennent leur environnement et évidemment, des personnes. Enfin, il n'y a pas une boîte, je pense, qui ne se dit pas quelle feature AI on lance en 2025 ou peut-être qui ont lancé en 2024, ont suivi le mouvement et ont shippé de la feature AI sans vraiment penser en termes de go-to-market, de positionnement, de pricing, etc. Et se sont rendus compte qu'en fait, ça allait foirer. Voilà, moi, j'échange avec beaucoup de projets en ce moment, c'est un peu dans cette dynamique-là OK, en fait, c'est pas seulement des products, des AI product managers qui sont capables de shipper de la feature AI, c'est OK, comment est-ce qu'ils intègrent vraiment tous les principes du product management et du product marketing pour réussir des lancements de features IA. Donc voilà, tu parlais un peu des designers aussi, des UX designers. Aujourd'hui, nous, on est vachement sollicités pour des recherches de founding designer. C'est un terme qui arrive un peu là. Avant, on disait first product designer ou choses comme ça. Le founding, c'est vraiment, en fait, comme disait Jerry, le SaaS est devenu, voilà, il y a de plus en plus de SaaS qui se lancent. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, il y a une compétition sur l'expérience utilisateur. Donc les secteurs d'activité dans le SaaS, par exemple, si on prend le paiement ou si on prend, je vais essayer de prendre un autre exemple, mais par exemple la comptabilité, il y a Penny Lane, Contour est en train de se positionner, Lucas, plein de, je sais pas, les gestions RH, tous ces domaines-là qui étaient vachement attaqués par des acteurs du SaaS se retrouvent en mode compétition et du coup ils cherchent à se différencier par l'UX et ils recherchent du coup des product designers qui ont une capacité à simplifier vraiment l'expérience utilisateur et à créer des interfaces un peu state of the art qui copient notamment les SaaS B2B, les SaaS consumer des États-Unis, où on voit un peu la tendance avec Notion de l'ultra-minimalisme, accéder à la fonctionnalité en 3 clics maximum, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un peu ce que cherchent les entreprises en ce moment côté designer. Beaucoup d'opportunités en early stage, mais il faut montrer une capacité justement à bâtir de l'UX vraiment canon en V1. J'espère que Ouais, ça répond à vos questions. il faut prendre aussi en compte une chose, c'est qu'on est tous pareils en termes d'exigence consommateur. Aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ne sont plus du tout patients, on veut tout de suite maintenant et du coup, on est hyper exigeant avec l'expérience que l'on va avoir avec un produit, que ça soit un produit de la vie de tous les jours, que ça soit un film, que ça soit une série, que ça soit une application, etc. Et s'il y a le moindre pépin, les gens n'auront pas la patience et derrière, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils partent tout de suite. Donc, l'UX est devenu une vraie guerre, en fait, clairement, par rapport à avant où on pouvait se permettre 2-3 petites choses, même si la règle des 3 clics a toujours existé. Moi, j'ai été formé au web en 2010, ça existait déjà en 2000 aussi. C'est une règle classique où on te dit qu'il faut qu'en 3 clics, tu puisses avoir l'information. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens vivent à 3000 à l'heure, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie d'avoir ce temps-là non plus parfois, parce que voilà. Et du coup, en fait, quoi qu'il arrive, si ton UX n'est pas optimal sur ton produit est voué à l'échec. Et c'est aussi pour ça que le product est devenu de plus en plus important dans, on va dire, les SaaS, mais dans les projets en temps normal, c'est-à-dire que derrière, on va se retrouver avec une véritable stratégie d'investissement qui va se mettre en place et elle ne peut pas se faire sans l'aval ou l'expertise d'un product manager, par exemple, qui va justement dire et qui va étudier toutes les problématiques possibles et inimaginables par rapport à l'expérience que va avoir l'utilisateur sur l'application. Et ça,
typiquement, c'est ce qui donne, enfin, c'est un peu la boussole du projet finalement maintenant. Avant, c'était plutôt le côté technique en disant oui, mais ça va coûter trop cher, ça machin. Aujourd'hui, non, on est plutôt vraiment dans une mode où on dit la priorité, c'est que l'application réponde vraiment aux besoins du marché parce que il existe tellement d'applications souvent concurrentes qu'on n'a plus le choix, et comme le dit Mathias, c'est tout de suite de la concurrence. Donc, en fait, il n'y a pas le choix, il faut pouvoir proposer quelque chose de mieux que ce que l'autre propose, en fait. Donc, automatiquement, ça passe déjà dans un point de vue, dans un premier temps par l'UX, et bien sûr par on va dire, le nombre de fonctionnalités que peut avoir le produit aussi, etc. Donc, ouais, c'est aussi ça, c'est exactement ça, c'est la course à l'échalote, Flip. Merci pour vos retours hyper intéressants. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à réagir. On essaye de répondre à toutes les questions, mais on est aussi là pour échanger, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis quand on parle de sujet. Il y a une question, enfin un commentaire intéressant de Benjamin Pot, si tu me permets, Fanny, qui dit le problème, c'est que les boîtes en CDI, enfin, je pense que c'est dans les boîtes en CDI, tout le monde n'est pas prêt à s'impliquer comme un fondateur. Alors, il y a deux problématiques à ça. La première, c'est que je ne pense pas que le salarié, sa condition est de s'investir autant que le fondateur ou le patron. Il n'est pas payé pour ça, en tout cas à la base. Pour autant, je pense qu'après, c'est une problématique de management et donc de leadership. Si on n'arrive pas à emmener les gens avec nous et à les faire s'impliquer un petit peu plus que la normale, ou du moins d'un point de vue émotionnel, de faire en sorte que les gens aient à cœur de réussir et que la boîte réussisse, dans ce cas-là, une problématique de leadership. Mais ça n'a rien à voir avec le fait, en tout cas, à mes yeux, je ne pense pas que ça soit lié, quoi. Mathias, pour le coup, tu es cofondateur de The Product Crew, donc tu as plus cette vision-là, peut-être des employés qui s'impliquent, mais peut-être moins que toi et d'autres cofondateurs. Ouais, c'est vrai que en fait, je pense que c'est notamment la raison pour laquelle, tu vois, en design, par exemple, on a de plus en plus l'appellation founding designer. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui lancent leur boîte se rendent compte que en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui soit 100% skin in the game. Mais du coup, ce que ça veut dire, ce qu'il y a dans le founding designer, il y a equity en fait aussi. Ça va pas être l'equity d'un associé où tu as 50% avec un alter ego ou quelque chose comme ça. Mais en revanche, ouais, tu peux avoir un package justement d'equity qui va. Enfin, c'est carrément logique. Je connais pas de job de founding designer où justement t'es pas intéressé aux parts de la boîte, quoi. Et l'idée, c'est justement de faire de toi quelqu'un à mi-chemin entre un fondateur et un salarié. Et du coup, on va pas. Enfin, c'est complètement logique je rejoins totalement Jerry. Il n'y a pas de raison de demander à des salariés en CDI de bosser le dimanche soir et de faire l'extra mile à chaque instant, alors que c'est pas ta boîte. Et donc, j'aime beaucoup l'évolution justement de ces rôles-là, où en fait, on va dire, écoute, on va te donner quand même de l'equity, t'intéresser au succès de la boîte, et faire de toi finalement un actionnaire. En échange de quoi tu vas avoir effectivement cette position, et il y a le funding dedans qui est intéressant. Tu as le rôle qui dit effectivement que tu fais partie de l'équipe fondatrice, l'intéressement aux parts, et du coup ouais, ton investissement qui va devoir suivre aussi, et c'est des rôles super demanding, quoi. Effectivement tu dois vachement donner ta personne. Et il y a funding product aussi, funding engineer, nous on nous en demande en ce moment, donc ces rôles-là très inspirés justement des startups US, et c'est beaucoup des startups où ce que vont dire les fondateurs aussi, c'est on veut être pas plus de 50 personnes, on commence là, on va être 7-8 pairs, on est 3 associés et on veut un founding designer, un founding engineer, parfois un founding product. Souvent, ce qu'ils vont demander, c'est le founding designer d'être aussi le product manager. D'où aussi, tu as une double casquette, donc ton niveau d'investissement est assez vénère, mais on te rémunère aussi en conséquence. Et je trouve que ces rôles-là, globalement, souvent, c'est des startups qui sont qui ont des VC derrière et qui du coup ont levé de l'argent, et donc vont mettre pas mal même de ressources sur un salaire qui est assez conséquent pour ces profils-là. J'espère que ça répond à la question initiale. Je pense que oui. Merci pour les précisions et ton retour d'expérience. On a eu pas mal de questions aussi sur le marché de la data. On a une question de Rouchkov sur la data en 2025, sur les spécialités et comment évolue le besoin du marché. Au niveau data, il y a eu un gros boom de la data analyse parce que beaucoup d'entreprises se sont
aperçu que c'était devenu primordial d'avoir de l'analyse de données pour essayer de comprendre en fait les tenants, les aboutissants d'une activité sur la santé d'une entreprise, sur la performance, sur tout un tas de choses, sur du marché, sur du benchmark, enfin il y a plein de choses. Donc aujourd'hui, ce métier-là est vraiment rentré dans l'air du temps. Il y a encore beaucoup de besoins, parfois vraiment orientés business, donc ce qu'on appelle après plus des business analysts, qui ont un petit côté un petit peu plus sales dans la compréhension et moins technique. Mais en tout cas, voilà, ces deux métiers-là restent quand même malgré tout encore en vigueur et encore avec des besoins aujourd'hui. On a aussi surtout aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, une expertise qui est demandée. Et là, on va se glisser vers tout ce qui est des métiers liés soit au machine learning engineer. On va avoir aussi des métiers type tout ce qui est data scientist, où on va avoir des projets de recherche, surtout vis-à-vis de l'IA, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je rappelle, la plupart des gens qui travaillent sur comment développer une IA ou ont travaillé sur le développement d'IA sont plutôt sur des profils scientifiques de cette gamme-là, c'est-à-dire du ML engineer, du data scientist. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de machine learning, mais il y a beaucoup de deep learning aussi derrière. Il y a beaucoup de fondamentaux et c'est ces métiers-là qui permettent justement de pouvoir aller plus loin dans l'appréhension des modèles et des architectures liées à la big data. C'est clairement aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, vraiment les métiers qui ressortent le plus aujourd'hui, hein, ce que je disais, ML Engineer et Data Scientist, même si je pense qu'il va y avoir encore une nouvelle étape. Alors, je ne saurais pas dire quoi vraiment exactement, mais vis-à-vis de l'IA, il va y avoir encore des choses qui vont débarquer encore prochainement, peut-être liées au prompt, à l'ingénierie des prompts, etc. Je pense que ça va s'orienter là-dessus très clairement, en plus, bien sûr, de tout un tas d'autres choses, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que l'IA permet enfin, pour ceux qui sont un peu intéressés par l'entrepreneuriat ou du moins qui sont très créatifs, comme c'est mon cas, c'est vrai qu'on réfléchit souvent à tiens, quel projet pourrait révolutionner la vie des gens. Et c'est vraiment ça qui pousse vraiment l'humanité, je pense, depuis ses débuts à toujours vouloir proposer mieux. Dans un but de progrès et surtout d'amélioration du quotidien de la vie des uns et des autres, outre le côté commercial de la chose, qui est arrivé bien plus tard, le côté merchandising, mais dans un premier temps, je pense que tout projet vient d'une volonté de répondre à un besoin ou à un projet, ou à une utilité première de l'humanité. Donc, et c'est là que ces métiers-là vont avoir une énorme importance, je pense, sur l'avenir. Ouais, totalement. Il y a peut-être une ou deux tendances qu'on voit aussi. Je te rejoins sur le côté, les data analysts ont explosé, et là, c'est un peu en train de redescendre. Ouais. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le data analyst classique qui fait ses extracts et renseigne le business et construit un dashboard est un peu en train de disparaître dans ce scope très fermé, parce que d'un côté, il y a ChatGPT qui peut pas mal automatiser, et puis de l'autre, on demande aux équipes d'être un peu indépendantes. En revanche, ce qu'on observe, c'est le début d'émergence d'un rôle qui s'appelle Analytics Engineer, et où en fait, tu es un data analyst avec une profondeur technique beaucoup plus ample. Exactement. Et donc, tu vas pouvoir être plus autonome qu'à ça. Et puis, juste aussi sur les liens, il faut se rendre compte quand même que et les founders, la plupart des, même dans les grosses boîtes, sont un peu peut-être pas à côté de la plaque, n'ont pas trop capté ça. Mais en fait, si tu veux faire des features AI dans ton produit, si tu veux leverager de l'IA, il faut une data de super qualité, bien structurée, bien bonne nomenclature. Et obtenir ça dans des boîtes qui ont accumulé une data monstrueuse, mais pas du tout quali, pas propre, pas rangée. En fait, une grosse c'est le dette cas de technique en termes de support. Hein. Ouais. C'est ça, ouais, grave. C'est ça. Même on peut parler de dead data. Toutes ces boîtes-là, avant de pouvoir leverager des opportunités produits avec de l'IA, elles vont devoir revoir peut-être leur infrastructure de données et du coup affronter des problématiques techniques assez profondes. Et du coup, ça va faire appel à des compétences un peu nouvelles. Donc, il y aura peut-être une première phase de je sais pas, grand appel d'air de OK, on lance des grands projets data, on n'a pas du tout les briques, les fondations, donc on doit répondre à ces besoins de construction de nos fondations data avant de pouvoir se projeter. Et donc, peut-être une phase de 1-2 ans là où les grands projets data en entreprise ou dans des startups aussi plus petites, mais peut-être les petites startups sera plus de
construire les fondations. Dans les gros groupes, ce serait de les réparer et de les rebâtir. Donc il y aura cet appel d'offres et puis ensuite effectivement projection sur comment est-ce qu'on maximise l'utilisation de l'IA. Mais du coup des métiers data peut-être beaucoup plus techniques dans les 18-24 mois, que ce soit pour les data analysts qui ont besoin d'être autonomes ou pour les métiers justement plutôt infra et structuration. Après, le data analyst, pour moi, à mes yeux, hein, c'est un développeur ou une développeuse qui a des compétences en compréhension et en analyse de données, en fait. C'est aussi simple que ça, parce que pour obtenir généralement une extraction de données, souvent, ils passent par du SQL et du Python, ou du R parfois, selon les techniques des uns et des autres. Et après, pour de la visualisation, ils vont utiliser des outils comme Tableau ou comme Power BI. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est quand même des métiers où il faut quand même comprendre à minima la data et la valeur de la data pour arriver à extraire quelque chose de totalement cohérent. C'est ce que disait Mathias. Si la donnée à la base est mauvaise ou corrompue, ça va chambouler tout le système en fait. Et du coup, c'est toute on va dire, l'exploration derrière et la donnée finale qu'on va obtenir qui va être totalement corrompue, ce qui veut dire que ça peut conduire à des faillites si jamais c'est pas bon, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que le data analyst, certes, va rentrer un peu plus encore derrière vers de la technicité pure et beaucoup plus augmenter son nombre de compétences techniques. Mais pour autant, ce que le data analyst sait faire, c'est analyser surtout et comprendre et traduire la donnée, en fait. Donc ça, typiquement, même si oui, c'est vrai que les modèles d'OpenAI sont très déjà en avance là-dessus, ça n'empêche que OpenAI ne sait traiter les données qu'on lui donne. Il va pas savoir interpréter ou dire ah tiens ça typiquement cette data là elle est pas bonne parce que je sais que typiquement alors je sais pas moi là on a noté qu'on a eu tant de charges sur le bilan ou je sais pas quoi mais en fait non c'est pas bon parce qu'on a oublié de soustraire tel élément et machin parce qu'au final on a voilà ça c'est des choses que typiquement aujourd'hui l'IA est incapable de faire toute seule si on le lui explique pas alors que l'humain lui avec l'historique dans une boîte sait le faire ça donc ça c'est la première chose et bien sûr il est clair que ça va chambouler certes le marché de la data, certes, comme disait Aurel Lambert, le message que tu as affiché tout à l'heure, Fanny, mais pas autant que le dev. Hein. Au contraire, je pense que ça va même aller dans leur sens à eux, en fait. Au contraire, tout ce qui est data analyst, data scientist, etc. Parce que justement, ça nécessite à la base leurs compétences pour arriver à soit créer ce genre de modèle, soit interpréter ce genre de modèle. Donc, je pense qu'on va glisser plutôt vers ce genre de format où même les devs vont être obligés de devoir acquérir des compétences plus liées à l'IA et la gestion de data, notamment pour le back-end, pour pouvoir ensuite développer d'autres choses plus puissantes derrière, parce qu'on se rend compte que voilà, il manque telle chose, on n'arrive pas à extraire tel machin. Voilà, c'est en termes de features, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, moi, je pense qu'on tend plutôt vers eux plutôt que l'inverse. Hein. Là, à contrario du dev, où là, le dev, ça a totalement rabattu les cartes, parce que comme on le disait tout à l'heure, quoi. On a une question en ce sens, du coup, sur l'IA. On nous dit les outils IA progressent tellement vite que ça devient difficile de choisir lequel maîtriser. Est-ce qu'il faut plutôt maîtriser l'IA en général et comprendre ce que c'est ou vraiment se former à un outil en particulier? C'est quoi votre conseil là-dessus? Bref, pour l'instant, on en est encore au balbutiement, donc on peut encore se permettre de savoir essayer d'utiliser un peu tous les modèles pour juste ne pas être pris de court aussi jamais. ChatGPT est quand même très en avance, même si Google débarque avec Gemini, on a Copilot aussi de l'autre côté. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui existent, mais là, on sent qu'il y a une vraie guerre qui est lancée. Donc, donc ils vont tout faire de toute façon pour pouvoir faire mieux que l'autre. On a aussi X qui a sorti Grok. Donc, je pense qu'il faut essayer de savoir un peu se servir de tous, s'amuser à tester exactement le même prompt sur chacun ou chacune des plateformes pour voir un peu comment sont interprétées la demande en fonction des uns et des autres. Et surtout suivre un peu les différentes releases qui vont suivre derrière et les différentes mises à jour pour ensuite peut-être un jour s'expertiser, mais l'expertise plutôt, je vais faire brûler une bibliothèque dans le monde là, je crois. L'expertise liée à comment dirais-je, à un outil en particulier ne peut être intéressant qu'en fonction de votre métier et de votre boîte dans laquelle vous travaillez. Si elle vous impose un outil, dans ce cas-là, oui, c'est important de devenir expert sur le sujet. Par contre, après, c'est principalement, à mes yeux, hein, après je me trompe peut-être, je suis pas non plus un expert du métier, mais
pour avoir utilisé avoir été formé déjà à l'IA générative et pour avoir utilisé plusieurs outils dans ce sens-là, pour moi, ils font tous la même chose. C'est un peu comme les machines à café. Vous avez différentes marques, Tassimo, Senseo, machin, mais à la fin, ils font tous du café. Hein. Donc, c'est juste que lui, il fait un café plus machin, l'autre, il fait un café plus rapide. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est après à vous de choisir l'outil qui vous va bien. On en est encore là pour l'instant, donc profitez de ce luxe. Clairement, ouais, la UI est la même. Après, ce qu'il faut travailler, c'est la compréhension des mécanismes, comment l'exploiter dans son contexte, comme tu le disais très bien. Et voilà, prompter, et peut-être créer des workflows, connecter des différents outils pour obtenir des résultats, avoir une approche builder. Et effectivement, peut-être juste éventuellement un conseil, c'est en tant que software engineer, puisque tu demandais comment se débatouiller avec tous les outils. Peut-être fonctionner en principe premier et aller chercher uniquement justement les outils, un peu les modèles fondationnels. Donc, tu as fait sur ChatGPT, Claude, ce que vous voulez. Mais si vous êtes un software engineer, essayez peut-être de partir de là pour créer vos solutions à partir de modèles fondationnels, plutôt que de dire ah bah je vais direct prendre le tool qui fait tout et du coup bah en gros ne pas apprendre soi-même. J'en sais rien. En tant que software engineer, tu pourrais dire je vais créer mon propre note taker, tu vois, ou faire ce genre de choses et du coup bah connecter par API ou avec du Make ou du Zapier, différents outils pour obtenir un résultat. C'est une manière peut-être de se challenger intellectuellement et d'apprendre justement à utiliser les outils plutôt que de dire effectivement bon bah les 40 000 outils de note-taker, vas-y je vais prendre celui-là et puis finalement je vais pas apprendre à l'usage quoi. Et je prends l'exemple du note-taker, mais en fonction de ce que vous bâtissez comme ça, soit il peut y avoir 1000 autres usages où on se challenge soi-même en prenant l'outil fondationnel et en le customisant plutôt que d'aller chercher effectivement parmi les 40 000 outils disponibles aujourd'hui. Et qui sont finalement des surcouches. Hein. En fait, c'est tous des surcouches de modèles fondationnels. On a Michael qui me dit que Claude est pas mal si on travaille sur des frameworks récents, mais qu'il faut tester. Donc, petit conseil. Merci du coup, Michael, pour le petit conseil. Il chante bien aussi, à ce qui paraît. Merci, Jerry. Petit virage, mais on parle beaucoup du coup depuis tout à l'heure du marché, de la tech, des postes, des évolutions, des tendances, etc. Il y a quelque chose de primordial aussi dans le marché, c'est que pour obtenir un job, il faut évidemment postuler. Euh, donc j'aimerais bien vous poser quelques questions sur les profils justement qui cherchent du travail. Selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire déjà quand on envoie un CV, quand on postule? Parce que comme on l'a dit, il y a certains métiers où il y a un peu plus de demandes que d'offres. Donc comment on se démarque et comment on maximise ses chances? Vaste question, je sais. Je vous laisse le temps de Ouais, mais répondre. pas si compliqué que ça en vrai. Hein. Moi, je suis plutôt de l'école de dire déjà, on sélectionne correctement ces annonces. Parce que, pour plusieurs raisons, je me tue à le dire, hein, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas et après qui s'étonnent de faire encore des recherches d'emploi. Mais je dis pas que j'ai la solution concrète, mais moi, je me suis aperçu avec le temps que, et notamment dans les coachings que je donnais, j'ai toujours donné ce conseil-là, c'est de sélectionner minutieusement les annonces sur lesquelles vous allez postuler. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que vous ne correspondez pas à toutes les entreprises en termes de mindset, en termes de skills, en termes de personnalité, en termes de localisation, en termes de plein de choses. Toutes les entreprises ne vous correspondent pas. Et surtout, si vous optimisez un petit peu tout ça, vous vous rendez compte que si vous commencez à balancer des CV à droite, à gauche, dans tous les sens, admettons, vous allez balancer 100 CV dans le mois. Moi, je vous mets au défi de savoir si jamais vous avez 1 ou 2 recruteurs qui vous appellent, de vous souvenir de quelle entreprise il s'agit. Et là, vous passez vraiment, excusez-moi du terme, pour un couillon ou une couillonne, parce que le temps que vous arriviez à remettre ça en place dans votre tête, vous allez passer, mais alors pour tout ce qu'il ne faut pas au téléphone, et donc quelqu'un de pas sérieux en tout cas. Et ça, c'est une énorme erreur. Donc, soit vous avez balancé 100 candidatures, mais vous avez un tableau tout le temps sur vous, quoi qu'il arrive, même sur votre smartphone, pour être sûr de refaire le lien tout de suite dans le classement. Ah bah tiens, c'était telle date et c'était tel poste et c'est pour tel endroit. Soit dans ce cas-là, abstenez-vous, essayez plutôt d'aller chercher des entreprises qui vous correspondent. Comme ça, déjà, vous optimisez vos chances. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous retrouver, si jamais vous avez la chance de vous retrouver sur un process de recrutement, bah déjà, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont peut-être avoir les mêmes valeurs que vous, déjà, premièrement. Donc déjà, vous optimisez vos chances là-dessus. Ensuite,
l'idée, c'est quand même que vous arriviez à obtenir un job, hein, pas tous les jobs de la Terre, hein. Donc après, sauf si vous êtes gourmand ou gourmande et que vous voulez absolument avoir le choix du roi ou de la reine. Non, là, typiquement, ce que vous avez besoin, c'est de trouver un job. Donc, essayez de faire en sorte que ce job aussi vous corresponde. Si vous commencez déjà à postuler sur des jobs dont vous savez à l'avance que ça ne fera pas avec l'entreprise, parce que les valeurs sont pas les vôtres, l'ambiance, ça va pas, ou alors le salaire, ça vous correspond pas, ou alors je ne sais pas quelle autre raison, à un moment donné, ça va se ressentir et très très vite, généralement, c'est pendant la période d'essai, hein, contrairement à ce qu'on pense. Et c'est là où ça pose problème parce que du coup, vous allez retomber sur un échec, voire même vous allez vous griller parce que derrière, si on cherche à savoir, enfin, vous quittez cette entreprise-là finalement parce que ça s'est mal passé et qu'au final, on cherche à savoir derrière en prenant ce qu'on appelle des références, ben, vous n'allez pas marquer des points, quoi. Donc, essayez c'est une stratégie, hein, l'embauche. Donc, cherchez l'emploi qui vous convient, l'entreprise qui vous conviendrait, le salaire éventuellement qui va avec. Enfin, faites en sorte que, voilà, que tout ça, le package que vous cherchez, il regroupe vraiment tout ce que vous désirez. Et si vraiment, une fois que vous avez fait le tour de toutes ces entreprises-là, vous n'avez toujours pas trouvé, bon, déjà, la première chose, c'est de se remettre en question et de se dire, bon, ok, j'ai fait ça de telle manière, pourquoi j'ai pas réussi? Et d'essayer de trouver parfois les réponses en vous-même, hein, et de vous dire, bon, bah, ok, peut-être que là, mon CV, il est peut-être pas bien fait, ou peut-être que ma lettre de motivation, mon texte de présentation ne va pas, etc., etc. Et de faire chaque étape par étape. Au pire des cas, le mieux, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui saura avoir les yeux, on va dire, plus ouverts vis-à-vis de vous. C'est normal, c'est toujours compliqué de se faire une introspection personnelle et de se remettre en question. C'est pas toujours simple et c'est pas donné à tout le monde d'avoir une véritable objectivité sur le sujet. Donc, le mieux, c'est de vous faire accompagner éventuellement par quelqu'un, même ne serait-ce qu'une fois, juste pour dire, bah voilà, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et peut-être de refaire un point un peu plus tard en disant, justement, bah voilà, justement, où était le problème? Est-ce que tu as avancé sur le souci? Si oui, comment? Etc., etc. C'est, encore une fois, pour moi, la meilleure des façons de faire parce que aujourd'hui, il y a tellement de monde sur le marché que oui, vous devez sortir du lot. Mais il y a plusieurs façons de faire, comme je vous ai dit, d'une part dans la façon de chercher et aussi dans ce que vous allez présenter. Si vous arrivez les mains dans les poches, avec quasiment rien à montrer, en tout cas selon les métiers, et je pense notamment au dev, mais même au design, ça va être très compliqué de percer parce que derrière, dites-vous qu'il y en a 150 qui sont comme vous, mais qui ont les dents qui rayent le parquet et qui ont tellement bossé jour et nuit pour essayer d'avoir quelque chose à présenter qu'ils vont forcément plus s'intéresser, on va dire, une audience ou pas. Donc ça, c'est hyper important, même si je considère que oui, en effet, c'est pas évident quand on est chargé de famille ou qu'on a d'autres choses à faire à côté ou même parfois un autre emploi, de devoir arriver à trouver du temps pour bosser sur des projets perso, c'est compliqué, mais malheureusement, on est dans un secteur où on n'a pas le choix. Il faut présenter ce qu'on est capable de faire dès le départ pour rassurer, en fait. C'est tout simplement pour rassurer. Et en plus, ça créera de la discussion, on va dire, si jamais vous arrivez à obtenir notamment un entretien technique où justement vous pourrez peut-être expliquer pour quelle raison vous avez fait le choix de telle technologie et de ci et de ça. Donc, ça, c'est vraiment les conseils les plus basiques que je peux vous donner là-dessus. Bien sûr, il y a forcément un facteur de chance, on va pas se mentir non plus. Mais la chance, ça se provoque. Donc, à vous de faire en sorte de mettre toutes les billes de votre côté pour arriver à intéresser une entreprise et surtout l'intéresser la bonne entreprise. Voilà. Ouais, c'est clair. Je donne souvent ces conseils. Je suis désolé, il y a ma fille qui est malade et qui est en train de venir un peu me chatouiller. Désolé pour le bruit éventuel. Mais justement, ce que tu disais, enfin, c'est hyper, enfin, hyper en phase avec ce que je délivre comme conseil aussi tous les jours à des devs, c'est-à-dire premièrement arrêter de postuler en mode machine. En plus avec ChatGPT, c'est devenu super facile, mais ça énerve les recruteurs et dès qu'ils voient un truc un peu standardisé, boum, poubelle. Des fois, ils regardent même pas le contenu parce qu'ils se disent ok, ça c'est du ChatGPT, il y a même pas le nom de ma boîte sur le CV, il y a pas un petit message qui me montre que ça a été écrit pour moi. Et donc, pour arriver à vraiment performer, plutôt que d'envoyer 100 CV à 100 annonces par semaine, je dis toujours, franchement, 3 à 5 max. Et vous mettez par contre toute votre énergie dedans, c'est-à-dire que chaque étape doit démontrer que vous avez fait l'extra mile dans cette candidature. Et si vous ne faites pas 100 candidatures, mais 5 par semaine, c'est carrément gérable en termes de timing. Vous pouvez du coup réfléchir sur Welcome to Jungle ou LinkedIn aux petits messages que vous ajoutez à côté de votre CV. Vous pouvez personnaliser le CV en mettant bien le nom du rôle, tac, en mettant les mots-clés. Ça, c'est un truc qui marche, mais vraiment, vous prenez la job desk, vous regardez c'est quoi les enjeux principaux.
prenez les mots-clés qui sont attachés à ces éléments principaux et vous regardez dans votre CV à quel endroit vous pouvez caler ces mots-clés. En fait, c'est juste de la sémantique logique, mais le recruteur, il va dire, ah ouais, mais tiens, mais ça parle d'enjeux de scale sur du bac. C'est exactement ce que j'ai vu dans le test, c'est exactement le point central de ce rôle. Soyez super smart sur ce genre de détails parce que ça fait toute la différence. Comme le dit Jerry, vous êtes face à 100 autres personnes donc en fait, c'est le CV pas aseptisé, ultra personnalisé qui va marcher. Et du coup, pour arriver à faire ça, il vous faut du temps. Et donc, mettez toute votre énergie sur les jobs qui vous intéressent vraiment et sur lesquels vous avez vraiment des chances d'être pertinent et de réussir. Et puis ensuite, faites aussi l'extra mile en dehors de la candidature, c'est-à-dire, je regarde direct sur LinkedIn, j'ai accès à tous les software engineers de cette boîte. Je vais regarder ceux qui sont à peu près à mon niveau N+0 ou N+1, les contacter et dire est-ce que tu aurais 5 minutes pour un café virtuel et tu m'expliques comment ça se passe chez vous, je m'intéresse aux enjeux, etc. Vous pouvez leur écrire sur LinkedIn, écrire peut-être même au hiring manager ou au recruteur. En vrai, ces trucs-là marchent parce qu'il y en a peut-être un candidat sur 20, un candidat sur 30 qui va faire cette démarche-là. Et clairement, ça veut dire que si je prends un message d'une personne, je vais au moins regarder son CV. Et du coup, si vous avez tailor le CV, personnalisé normalement, vous aurez une chance supplémentaire pour aller au bout. Il faut vraiment réfléchir en funnel, quoi, comme un marketeur ou un commercial qui se dit, OK, à chaque étape, pour vraiment qu'ils se disent, wow, cette personne a fait l'extra mile, quoi. On est à ce niveau-là d'intensité et peut-être certains vont être choqués en disant non mais attends, ça va pas la tête, je vais pas faire ça. Mais la réalité, moi je vous le dis sincèrement, de mon point de vue en tout cas, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de juniors sur le marché. Il faut vous différencier, donc mettez un maximum d'énergie sur vos candidatures. Et comme disait Jerry aussi, faites des side projects, trouvez des moyens de remplir votre CV avec des choses qui soient super pertinentes. Si vous avez un esprit builder, montez des side projects, participez à des projets open source. Je ne sais pas si vous êtes sur l'IA, allez sur Hugging Face, mettez-vous dans la communauté Python et essayez de trouver des challenges et des collaborations à faire communautaires via Hugging Face sur des modèles open source. Il y a GitHub aussi pour peut-être trouver d'autres projets hors IA. C'est compliqué, mais clairement, aujourd'hui, sortir juste du bootcamp ne suffira pas si vous avez vraiment fait juste les basiques, c'est-à-dire je me suis inscrit à ce bootcamp, j'ai appris, j'ai eu des bonnes notes, je sors, je postule à des CDI. Très grande chance que ça ne suffise pas. Voilà, faut être hyper sincère là-dessus. C'est excellent pour vous donner les basiques, mais vous devez faire l'extra mile un peu à tous les niveaux en ce moment si vous voulez vous démarquer. Je sais que ça peut être un petit peu déprimant. C'est ça. Hein. Le copywriting aussi est très important et auquel cas, pourquoi ? Parce que, comme tu disais, personnaliser la candidature, c'est primordial en fait. D'arriver à aller chercher vraiment des détails dans l'annonce qui pourront montrer que vous vous êtes intéressé au sujet parce que au final, mettez-vous à la place de la personne qui reçoit votre CV. Elle en reçoit une centaine. Pourquoi elle vous prendrait vous plus que quelqu'un d'autre en fait ? C'est ça la question. Pourquoi vous plus que quelqu'un d'autre en fait ? Parce que à compétence égale, à CV égal, en plus la plupart du temps les CV sont quasi identiques, les lettres de motivation quasi identiques aussi. En plus c'est grillé, que c'est fait sur ChatGPT les 3/4 du temps, donc voilà. Le truc c'est essayer de sortir du lot. Maintenant, si vous savez pas écrire, vous n'avez pas une plume comme on dit dans le jargon, et que vous savez pas trop comment faire, encore une fois, faites-vous accompagner. Il y a des gens qui sont spécialistes sur ce genre de sujet. Et auquel cas, si vous voulez pas aller dans ce sens-là, dans ce cas-là, faites en sorte que ChatGPT vous aide, mais vous aide à faire quelque chose de totalement sincère et qui puisse ressembler à ce que vous aimeriez avoir à écrire, en disant voilà. Moi, je dis souvent, regardez les réseaux sociaux de ces boîtes-là. Essayez de comprendre et de voir un peu les actualités. Parfois, simplement de mettre une phrase en disant je suis d'accord avec Jean-Alphonse, votre CEO, qui pense que les scale-up pourront machin, ceci, cela. Je suis plutôt d'accord avec ce sujet-là, machin. Si vous mettez un encart comme ça dans votre lettre de motivation, vous allez afficher je me suis intéressé à vous, je suis vraiment motivé. Alors, j'ai vraiment des choses à vous dire. Et là, typiquement, même si d'un point de vue skills, vous êtes un petit peu en dessous que d'autres, je vous assure que ça fera la diff. Après, voilà, malheureusement, si vous tombez face à des recruteurs qui sont en mode automatisation et qui ne regardent pas ça et qui appuient sur un bouton, bon, là, c'est un autre problème et ça, c'est un vrai débat. Mais en tout cas, si vous tombez sur des gens comme moi, je vous assure que ça fera vraiment la différence, clairement. Clairement, et c'est vrai, c'est très actionnable ce que tu dis. En fait, il y a deux scénarios d'usage de ChatGPT pour se faire aider pour postuler à une offre. Le premier truc, c'est je prompt, fais-moi une lettre de motivation basique pour un rôle de dev. Ou alors,
tiens, regarde, je t'ai extrait de ce PDF, une job desk. Dis-moi quelles sont les 3 compétences super recherchées et qu'est-ce qui ferait que je te upload mon CV en PDF. Exactement. Qu'est-ce qui match entre les deux? Tu travailles le prompt, tu fais des allers-retours, etc. Et tu obtiens un jus qui est ultra personnalisé par Exactement. rapport à juste lui demander de t'écrire une lettre de motivation. Et Bah oui. évidemment, ChatGPT va te le faire, mais il va te faire un truc pourrave. Et vraiment, c'est 90% des personnes qui postulent. Hein. Je parle beaucoup avec des recruteurs qui postent des offres sur Welcome et ils me disent 300 postulants, 95%, je les regarde à peine, au bout de 2 lignes, je comprends. Mais ça veut dire que c'est aussi une opportunité pour les 5%, d'être dans les 5% assez facilement. Ne faites juste pas ça et vous serez dans les 5%, quoi. Et aussi, soignez vachement votre LinkedIn. Je le dis beaucoup, mais alors après, ça va être un peu sujet à débat, mais pour moi, le open to work, pas un signal hyper positif par rapport, en tout cas, à un profil où j'arrive. La première impression, c'est la photo. Donc, si je vois l'open to work, je vois pas la photo, je vois l'open to work. Donc, une belle photo qui me dit, tiens, j'ai envie de bosser avec cet humain, il a l'air cool, tu vois. Enfin, c'est con, je sais que c'est un peu, il y a des sujets éthiques là-dessus, etc. Mais voilà, il y a des designers qui mettent des avatars, ça fait super quali parce que l'avatar est trop stylé. À fond, c'est pas une question de style, c'est vraiment une question de qualité de l'image et de ce que vous renvoyez, quoi. Et ensuite, sur le CV, enfin sur le LinkedIn, vraiment des mots-clés béton, des expériences bien riches. Si vous pouvez poster du contenu sur un sujet que vous adorez, clairement, ce sera bien vu. Les gens voient passer. Le reach en plus organique sur LinkedIn est énorme. C'est facile de faire 2000 vues avec un post et du coup de toucher un peu son audience. Puis même les gens qui viennent sur votre profil, les recruteurs disent waouh, le mec est vraiment passionné, quoi. Genre, il arrête pas de poster sur les API. C'est béton. Ne trichez Des pas petits surtout. conseils actionnels comme ça, mais... Et ne trichez pas, c'est clair. Ouais, évitez les trucs à la Podawa ou pour faire genre, vous avez je sais pas combien de gens qui ont mis vraiment des commentaires alors qu'en fait c'est faux. Hein. On sait tous que, en plus on voit la gueule des commentaires que c'est totalement faux. Évitez ce genre de trucs parce que ça vous disqualifie et en plus ça vous apportera pas d'audience parce que ces gens-là, c'est des trucs automatisés et derrière en fait ils vous suivent pas vraiment, donc c'est pas comme ça que vous allez attirer l'attention, quoi. Essayez, voilà, restez sincère quoi qu'il arrive parce que à un moment donné, ça se verra et ça vous desservira. Donc, c'est pas l'objet en tout cas. Je suis désolé, du coup, je vais aller m'occuper de ma fille malade, mais c'est un plaisir en tout cas. Et puis, je vous laisse continuer. Je vous dis à très bientôt. Merci Mathias en Merci tout cas. beaucoup, Mathias. Merci Salut à vous encore. deux. Bonne journée. Jerry, Pour on a une répondre petite question. sur les ATS. Exactement, ouais. Sur la légende des bots qui trient les CV. Est-ce que Oui, c'est c'est vrai. vrai? Est-ce que ça dépend des entreprises? Et est-ce qu'il y a des choses à pas faire du coup pour que le CV passe à la trappe quand il est lu par la machine? En fait, le problème, c'est pour ça que c'est hyper important de savoir où vous allez postuler, d'essayer de comprendre qui est la personne qui va recevoir la candidature. Si vous tombez face à quelqu'un qui n'est pas forcément du métier tech, déjà, commencez pas à mettre des logos, des machins de technologie, etc. Ça sert à rien parce que la personne, elle comprendra rien, étant donné qu'il faut savoir que 1% seulement, et encore 1%, je suis gentil, des recruteurs tech ne sont pas tech. Ne sont tech, pardon, sont vraiment tech et comprennent vraiment la tech. Pour d'autres, ils vont juste savoir que React, c'est un truc qui permet de faire du front, Vue pareil, Angular pareil, et Java, c'est un langage. Et en fait, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, vous n'avez pas forcément des techniciens et des techniciennes, et auquel cas, je vous dirais, c'est à peu près normal, c'est pas leur métier de base. Même si ces dernières années, il y a pas mal de choses qui ont fait que les gens se sont attirés de plus en plus pour essayer de comprendre, en tout cas, les tenants, les aboutissants. Pour autant, donc, éviter certaines méthodologies. Le truc, c'est que les ATS sont là pour faire gagner du temps. J'utilise un ATS au quotidien, hein, pas dans le but de trier les CV, mais plutôt dans le but de, si j'envoie une annonce, ça me permet de le dispatcher sur tous mes job boards en même temps, ce qui m'évite de répéter la chose le plus souvent. Et du coup, tous ces job boards-là me permettent de recevoir les candidatures au même endroit. Ça, c'est une vraie qualité de travail pour le coup. Après, oui, en effet, il y a des ATS et des possibilités de pouvoir, on va dire, faire en sorte que les gens soient triés par rapport à des mots-clés. Moi, personnellement, je me l'interdis. Je trouve ça totalement déshumanisant et complètement non éthique. Mais voilà, après, malheureusement, tout le monde n'est pas comme moi. Donc, il faut vous attendre à ce que parfois vous ayez des gens qui le fassent. Maintenant, je vois souvent aussi les gens essayer d'interpeller les personnes qui recrutent directement sur les réseaux sociaux ou directement sur LinkedIn. Sachez que vous n'êtes pas tout seul à le faire et que c'est agaçant en vrai. Moi, je vous le dis en toute transparence, c'est agaçant.
Est-ce C'est qu'on nous agaçant conseille parce que moi, je beaucoup, reçois 100 demandes par semaine pour me dire au final, est-ce que vous recrutez pas? Non, mais suis déjà mmh, ce qu'on propose. Enfin, viens pas me voir directement, ça sert à rien. Vous êtes une centaine, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, surtout qu'en plus, enfin, j'ai déjà énormément de choses à faire dans ma bande passante, donc c'est pas pour en plus me permettre de pouvoir prendre trop de temps à répondre à des gens qui pourraient avoir l'info juste en suivant ce qui se passe sur les différents job boards ou sur nos réseaux sociaux. Donc, essayez d'éviter d'harceler les gens dans ce but-là. Ou alors, si vous le faites, faites-le intelligemment et essayez de passer par le biais de quelqu'un qui vous a mis en lien avec la personne. Voilà, si vraiment vous voulez obtenir une clé. Voilà. Mais sinon, mais si évitez c'est parce que quelqu'un c'est. qui a déjà postulé, par exemple, ou avec qui tu as eu un premier contact, est-ce que Hmm. là, tu conseillerais quand même de relancer ou il faut quand même éviter, à tout prix? Ouais, là, dans ce cas-là, c'est différent parce qu'il y a déjà eu une prise de contact par le passé et donc il y a déjà une relation qui s'est créée. Mais quand on se connaît pas, c'est toujours délicat parce que du coup, on se retrouve. Enfin, je vous dis, on est noyé sous les demandes. C'est pas toujours simple et notre but, c'est pas d'accepter toutes les demandes entrantes non plus parce qu'à un moment donné, on n'a pas fini. Moi, j'ai tendance aussi à un moment donné à ne pas vouloir faire perdre de temps aux gens. Si je reçois une centaine de candidatures, je peux pas, admettons, recevoir les 100 personnes, déjà parce que les 100 personnes ne sont pas forcément qualifiées pour le poste, premièrement, par rapport aux attentes du poste, etc. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, dans une semaine, je n'ai que 5 jours de travail, quoi. Donc, sachant qu'un entretien avec moi, c'est une demi-heure. Si on fait le calcul sur le nombre de temps que ça me prend dans une semaine, sur une semaine complète, etc., il y a un moment donné, je peux pas recevoir tout le monde, c'est pas possible, quoi. Donc, automatiquement, comme je vous disais tout à l'heure, il faut personnaliser vos candidatures, il faut attirer l'œil, il faut pas, enfin, faut pas encore une fois hésiter à utiliser des outils modernes. Si vous êtes un peu doué avec de la vidéo, machin, n'hésitez pas à faire des lettres de candidature en vidéo aussi. Là, ça sort totalement du lot et ça permet de mettre un visage, une voix sur un nom. Et c'est hyper sympa parce que du coup, ça permet vraiment d'avoir autre chose qu'un simple texte écrit. Euh, Essayer voilà, de faire preuve d'audace aussi. Moi, j'aime beaucoup les gens audacieux qui essayent de sortir des règles et qui, parfois, au lieu de nous proposer une lettre de motivation, tout ce qui a fait tout ce qui est de plus classique, pardon, vont nous faire juste un petit texte de presse, mais qui va tellement être original que ça donne envie d'en savoir plus, en fait. Voilà. Et tout ça, c'est des petites choses qui permettent d'aller plus loin. Après, pour répondre à Aurel, est-ce réellement utile d'investir dans des certifications pour démontrer ses compétences? Oui et non. Oui, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui sont axées que sur les diplômes et les certifications. Parfois, il y a des métiers qui nécessitent de toute façon une certification, comme la PL300 avec Power BI, par exemple, parce que c'est une obligation en interne, etc., etc. Pour autant, moi, je suis plutôt de l'école qui dit que les diplômes sont plus là pour rassurer les gens qui vont les réclamer plutôt que de dire ça apporte réellement quelque chose. Je pense pas que le diplôme en lui-même apporte les compétences aux gens, en fait. Je pense que c'est plutôt une façon de pouvoir retransmettre ce que l'on a éventuellement appris par cœur lors d'un examen. Donc moi, je suis plutôt d'avis de montrer ce qu'on sait faire et d'aller plutôt droit au but, c'est-à-dire voilà, les diplômes c'est une chose. Bah moi, je suis capable de vous démontrer, soit par le biais d'une petite vidéo où je me suis pris comme si vous étiez en train de streamer, en train de montrer ce que vous êtes capable de faire sur tel ou tel outil. Ça peut être intéressant aussi, ça, parce que typiquement, vous faites un petit live coding juste pour montrer que voilà, vous êtes capable d'aller droit au but sur tel sujet, etc. Soit, encore une fois, d'avoir des projets réels ou fictifs, mais qui permettent de montrer que, voilà, qui ne montrez pas de blanche et qui vous êtes et ce que vous savez faire. Parce qu'au final, c'est ça qui intéresse une entreprise, c'est de savoir est-ce que vous êtes compétent ou pas en réalité. C'est juste ça. Dernière question, Jerry, si on veut prendre le temps d'y répondre, je pense. Mm. Faut-il postuler dans une entreprise qui nous plaît, même si elle n'est pas en cours de recrutement, plutôt que de répondre à une offre qui est OK, mais pas idéale? Alors, il y a Même toujours si c'est cette pas, légende du marché de l'emploi invisible qui représenterait 20% du marché. Vous pouvez toujours faire ce qu'on appelle une candidature spontanée. Rien ne vous empêche, au contraire, si vous faites ça. Mais par contre, encore une fois, voilà, faut bien la tourner, faut bien montrer que vous êtes motivé, etc. Ça peut fonctionner, mais ça fonctionnera pas toujours. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui se prennent pas la tête et qui rappellent pas les gens, en fait. Donc, à un moment donné, ça ne vous
ça vous exonère pas de devoir faire aussi une candidature quand il y a une offre qui s'ouvre. Voilà, typiquement. Mais vous pouvez tout à fait postuler de manière spontanée sur les job boards parce que c'est de plus en plus le cas. Je sais que sur Welcome to the Jungle, on peut le faire d'office, où vous postulez de manière spontanée et en expliquant que vous aimeriez, si un jour une opportunité venait à s'ouvrir, participer à cette aventure, etc., etc. Mais voilà, tournez bien les choses, les phrases, montrer que vous êtes méga motivé et surtout trouver les bons arguments pour expliquer pourquoi telle entreprise plus qu'une autre. Voilà. Merci beaucoup, Jerry. On a une réponse de Zizou qui dit « Ce live m'a éclairci sur certaines zones d'ombre que j'appréhendais, donc merci à vous trois. » Merci à toi d'avoir participé, d'avoir Merci. Ouais. posé autant de questions. Si vous avez une dernière question ou juste si vous voulez peut-être nous dire un peu c'est quoi votre situation en ce moment pour qu'on termine le live en sachant un peu mieux qui était là, qui nous a regardé. Ça peut être chouette. Je sais qu'il y avait des questions aussi, Jerry, sur justement comment se positionner avec les nouveaux tournants, etc., qui rejoignent un peu le fait de faire une veille, en fait, non pas seulement sur son métier, mais aussi sur le marché. Est-ce que là-dessus, tu aurais peut-être un rapide conseil sur comment on se tient au courant des évolutions du marché? Je pense qu'il y a plusieurs façons de pouvoir faire. Les job boards peuvent être une solution, les alertes, en tout cas sur les job boards, en fonction de ce que vous pourriez mettre comme mots-clés ou type d'entreprise que vous souhaitez suivre, pour voir un petit peu comment évoluent les choses et voir un petit peu les métiers qui vont être le plus demandés et surtout les skills qui seront demandés dans ces métiers-là. Ça peut être une première vague. LinkedIn est censé être un outil qui permet justement ce genre de choses aussi, donc de vous abonner aux bonnes personnes, donc de suivre ces personnes-là, de voir un petit peu comment voilà ce qu'elles expliquent, etc. Faites très attention surtout parce que malheureusement des mauvais conseillers existent beaucoup et pullulent malheureusement sur les réseaux sociaux et beaucoup sur LinkedIn. Donc faites attention à qui vous suivez quand même parce que voilà, il y en a beaucoup qui racontent un peu tout et n'importe quoi juste pour se mettre dans la lumière. Essayez de trouver une certaine que la personne soit vraiment crédible dans ce qu'elle raconte ou alors qu'elle ait une vraie expertise. Si elle vous commence à vous parler d'emploi alors qu'elle a aucune compétence en emploi, lâchez l'affaire, hein, c'est pas la peine. Parce qu'elle va juste vous dire par rapport à son expérience à elle, et son expérience à elle, elle n'est pas forcément la même que la vôtre. Donc ça c'est la première des choses. Les réseaux sociaux sont assez intéressants aussi pour ça. C'est toujours pareil, en fonction de là où on va. Fut une époque, Twitter était assez intéressant pour suivre certaines choses. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, si vous voulez pas être pollué de choses qui ne vous intéressent pas en tout cas. YouTube et Twitch sont aussi des choses intéressantes aussi, mais encore une fois, voilà, c'est toujours assez... faut faire le tri, parce que l'idée, c'est pas d'aller vers des gens égocentrés qui se prennent pour des experts et voilà, et vont pas forcément vous faire avancer. Vous pouvez encore une fois faire appel à des coachs. Enfin, il y a des gens qui sont là pour ça, qui peuvent vous aider, vous suivre en mode mentor. Moi, je l'ai fait, hein, donc je peux en parler. Ça permet justement aussi de rassurer les gens, de les faire sortir du syndrome de l'imposteur aussi, parce que c'est malheureusement trop souvent le cas. Donc d'arriver à avoir quelqu'un qui vous dit qui vous êtes en fait, et surtout qui vous remonte le moral sur la personne que vous êtes. Parfois, c'est le petit déclic qui suffit pour pouvoir aller affronter ce que vous avez à affronter derrière. Donc ça aussi, c'est vraiment à ne pas négliger, même si c'est un coût parfois. Mais qu'est-ce que c'est que 30 ou 40 € une fois qui va peut-être vous permettre d'aller décrocher parfois un job à côté de devoir écouter des gens qui vont vous faire aller à droite, à gauche, et au final, vous allez perdre votre temps, votre énergie, vous allez vous frustrer et finir par abandonner parce qu'au bout d'un moment, vous savez, voilà, des gens qui se moquent un peu de vous, en fait, qui sont pas là pour vous, en fait, ils sont juste là pour avoir une audience et être ce qu'on appelle influenceur, tout simplement, quoi. Donc, faites bien attention à ce genre de personnes parce que il y a vraiment de tout sur Internet. Il y a des gens très très bien. Après, ça, c'est à vous de faire votre tri. Je suis pas là pour vous dire qui est mieux que quelqu'un. Mais après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en privé, puis on en discutera un petit peu plus en privé si vous voulez. Moi, de mon côté, je pense qu'on va réouvrir un Discord d'haters, puisque voilà, j'ai fait une proposition récemment avec mes différents
partenaires qui me suivaient sur Writers et qui auraient envie de revenir aussi sur du coaching et du mentorat. Donc pourquoi pas, voilà, on pourrait se poser et en discuter gentiment, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est vrai que pour le coup, il y a plein de personnes qui valent le coup. Après, voilà, encore une fois, je dis, on en discutera en privé si vous voulez. Je suis pas là pour faire de la délation ou de la pub à qui que ce soit. Donc voilà. Merci beaucoup, Jerry. En tout cas, on a un peu plus d'infos sur les personnes qui nous regardaient. On a Aurel qui est lead PM et qui est en train de faire un bootcamp sur l'IA de 400 heures. Donc assez complet. Zizou qui était en alternance et qui du coup cherche un peu pour la suite ce qu'il va faire, dans quel secteur s'orienter dans le dev. Aurélia qui, j'ai l'impression, recherche une alternance. C'est vrai qu'on n'a pas Hmm. parlé de l'alternance. Ça Oui, pourrait être le sujet d'un stream totalement à part parce que c'est exactement. Ouais. C'est encore un vrai sujet différent. intéressant. Hein. C'est très C'est très un sujet à intéressant part entière. et c'est même primordial aujourd'hui. Je vous dirais que l'alternance, c'est typiquement si vraiment vous voulez optimiser vos chances d'aller de l'avant et de trouver un emploi, essayez, si vous avez l'opportunité, d'aller vers l'alternance pour monter en compétences et ensuite vous rassurer aussi parce que parfois on se sent pas forcément prêt tout de suite après un bootcamp, on a un peu peur. Donc l'alternance peut être une vraie solution. Je sais que nous à la Wild on propose pas mal de programmes hyper intéressants et vraiment très qualitatifs. Je vous assure que c'est pas parce que j'y bosse, hein, je pense que j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez transparent en général et je le dirais s'il y avait un souci, mais on a des formateurs et des formatrices vraiment excellents. Qui sont vraiment très bons et qui sauront vraiment vous conseiller, vous faire avancer. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Même au niveau des admissions, on a des gens hyper charmants et sympathiques qui pourront vraiment vous accompagner et qui sauront parfois en plus parce qu'ils sont passés par ce que vous êtes passé, donc ils sauront vraiment vous aider. Et surtout sur l'admission, sur l'admission au niveau du placement alternance, où on a vraiment une équipe top avec des gens qui ont vraiment vécu ce que vous allez vivre, donc qui pourront vraiment vous être d'une grande aide. Donc n'hésitez pas. Après, demander un contact, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien. Et après, c'est à vous de faire votre choix si vous estimez que c'est la bonne chose ou pas. Mais vraiment, voilà, je vous conseille. Je peux parler facilement de ces formateurs et de ces personnes-là parce que c'est moi qui les ai recrutés. Donc, je sais qui on a en face et je vous assure, pour voir un peu les commentaires des élèves et moi-même pour les voir au quotidien, je vous assure que c'est des gens qui sauront vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à leur demander conseil. Mm. On a Aurélia justement qui me dit que c'est un peu le parcours du combattant. Je pense qu'on pourra tout à fait faire un stream sur l'alternance, comment trouver une alternance en 2025, les aides, dans quelle situation on est, etc. Parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Ouais, il y a un vrai sujet. Hein. Ouais, il y a un vrai sujet. On a aussi Guillaume, Claire, Nicolas qui nous ont raconté un peu qu'ils étaient leur expérience. Donc merci. Merci David aussi pour ton commentaire. On a Clarisse aussi qui travaille dans le product. Donc merci, ça met des visages un petit peu sur les spectateurs. Donc c'est chouette. Merci de nous avoir suivis. Claire, tu nous dis que les 6 derniers mois ont été un peu démotivants pour toi dans la recherche d'emploi dans le product. Je crois que tu disais que tu travaillais. J'espère que ça ira mieux. Voilà, il y a plein de conseils à prendre dans ce live. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter dans le futur si vous avez des questions sur la tech, sur le marché ou même si vous recherchez à monter en compétences. On a pas mal de formations aussi juste pour monter en compétences à temps partiel, donc sans besoin de se réinventer totalement. Pardon, je lis les commentaires en même temps. Donc merci à tous et puis on se retrouvera du coup le mois prochain pour un nouveau stream. Peut-être avec Jerry, peut-être pas, je ne sais pas, on verra. Ça sera avec un Mais en plaisir, en tout tout cas. cas, c'était avec plaisir de t'avoir sur la chaîne. Donc merci pour ça et puis merci à tous ceux qui ont été là. Je vous souhaite bon appétit si vous n'étiez pas déjà en train de manger en nous regardant. Puis une bonne journée et je vous dis à très très vite.